Et ce mec-là, c'était le seul, en tout cas à l'époque, en Guadeloupe, qui avait cette voiture. Mais quand je te dis la Porsche 911, c'était la Porsche 911 équipée avec tout ce qui allait bien, quoi. Donc je lui dis, ouais, mais papa, pourquoi on n'achète pas cette voiture? C'est normal. Il me dit, bah attends, toi aussi, calme. Il faut avoir de l'argent pour acheter cette voiture et elle coûte très très cher. Et je dis, ouais, mais il faut combien d'argent? Il me dit, bah je sais pas, il faut en tout cas travailler bien à l'école si tu veux te la payer. Je dis, oui, mais il faut combien d'argent? Est-ce qu'avec 1 million, c'est possible? Il me dit, oui, avec 1 million, tu peux acheter cette voiture-là et plein d'autres choses. Et là, c'était fixé. Je savais qu'il me fallait faire 1 million. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle on va rencontrer des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Xavier Prétérit, rentier immobilier parti à Miami pour vivre son American Dream. On va retracer dans cette vidéo son parcours de salarié à entrepreneur, investisseur dans l'immobilier, puis infopreneur et entrepreneur sur le web. Un parcours riche que j'ai rencontré en 2016 sur mon chemin au début. Il avait déjà acheté son premier immeuble et vous allez voir aujourd'hui l'intégralité du chemin qu'il a parcouru pour pouvoir vivre sa vie de rêve aux États-Unis. Une interview qui va vous motiver, qui va vous booster et qui va également vous donner des très bons conseils pour tous ceux qui veulent devenir libres financièrement, investir dans l'immobilier. C'est une interview à ne pas rater. Comme d'habitude les amis, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews d'entrepreneurs motivants et inspirants toutes les semaines et laissez bien évidemment un commentaire, un message juste en dessous pour booster et nous motiver. Si vous ne faites pas encore partie de la tribu, le lien est dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne toutes les semaines des entrepreneurs à créer une entreprise au service de leur vie et on partage, on forme, on network. C'est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. On est parti pour l'interview avec Xavier. Let's go. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie et on a la chance d'accueillir Xavier. Salut Xavier, bienvenue à toi. Salut Enzo, comment ça va? Eh bien écoute, ça va super. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. On est du coup en direct de Miami, si je ne dis pas de Exactement. bêtises. Exactement, ouais. C'est ça. Alors, Xavier, on a plein de choses à dire. Moi, je t'ai rencontré en 2016 et ça va être tellement cool de pouvoir revenir sur ce parcours. On Ok. s'est revus il n'y a pas longtemps à Miami et justement, ça m'a donné l'envie de revenir un peu sur tout ça et de pouvoir partager ton histoire, ton American Dream à tous les Ouais. gens qui nous suivent. 36 ans, passionné de business, investisseur immobilier, indépendant financièrement grâce à l'immobilier, infopreneur et tu as vécu ton American Dream. Moi, je me souviens quand on se rencontre à cette soirée networking en 2016, tu parles de l'immobilier, mais tu dis surtout, voilà, moi, mon kiff, c'est les States. Je veux aller vivre aux États-Unis et je réussirai. Au moment où on fait ce podcast, tu viens d'avoir ton visa long terme, etc. Ça y Exactement. est, tu vis officiellement aux États-Unis C'est ça. et tu as réussi cet objectif-là, quoi. C'est assez marrant parce que quand tu dis en 2016, je parlais de ça, ben, j'ai aucun souvenir de t'avoir parlé de ça. Tu vois? Hmm. C'est-à-dire, je pense que ça devait être tellement ancré en moi que je disais les choses naturellement. Mais tu vois, c'est quand tu m'as redit ça la dernière fois, je dis, ah ouais, je lui ai dit ça. Ah, mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait. C'est le nom du business que j'adore, qui est Business is my religion. C'était déjà le branding, le nom que tu as donné à Exactement. ton blog, mais également à finalement tout ce que tu faisais et qui m'avait titillé. Et pourquoi l'anglais? Et pourquoi le truc? Hmm. American Dream, bro. Exactement. C'est ça. Bon, et après, j'ai toujours kiffé la culture américaine. J'ai toujours kiffé le fait que bah, les Américains, ils ont toujours deux, trois coups d'avance sur l'Europe, tu vois. Après, faut pas se voiler la face. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. On est proche des États-Unis. Donc, on était très facilement bercé par la culture américaine, Mhm. les Plus, clips de plus, rap. plus qu'en métropole. Plus qu'en métropole, tu penses? Clairement, clairement, puisque en fait, le fait d'être, par exemple, à 3 heures de Miami, bah, tu sais, nous, on était postés sur BET, la seule chaîne où tu as des clips toute la journée, et tu espères que tes parents ne te crament pas parce que sinon, ils vont mettre les infos, tu vois. Et tu veux voir les derniers clips.
Tu vois, tu veux les voir. Donc, Hmm. c'est ça, on a grandi avec ça. Et puis après, tu te dis, ouais, moi, je veux être aussi sur les yachts avec les gars. Bah, c'est sûr, ça fait partie des objectifs. Ouais, on est bercé aussi du coup par le lifestyle Ouais, qu'il y a autour, quoi. Aujourd'hui, du exactement. coup, tu enseignes aux gens à acheter des immeubles de rapport pour se créer un deuxième salaire et devenir indépendant financièrement. C'est C'est ça. l'indépendance financière au premier plan, ce que tu mets en avant sur ton contenu. Et tu partages ton histoire du coup de 1 350 € par mois à Pantin à millionnaire, rentier sous le soleil de Miami. Raconte-nous un petit peu comment tout ça a commencé. Bon, en fait, c'est assez marrant puisque même quand tu le dis comme ça, des fois, je dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça, hein. C'est ok, d'accord. Non, en réalité, c'est parti d'un. Bon, depuis que j'ai 5 ans à peu près, euh, mon père m'a inculqué certaines choses, tu vois, en mode, si tu travailles bien à l'école, tu pourras te payer certaines choses. Et il y a une chose que j'ai retenue, c'est, tu sais, le dimanche, on avait notre petit rituel père-fils. On allait se faire un petit sandwich, le petit casse-croûte de 10 heures le dimanche avec un bon petit jus local et tout. Et il y avait un mec qui avait une Porsche 911. Et ce mec-là, c'était le seul, en tout cas à l'époque, en Guadeloupe, qui avait cette voiture. Mais quand je te dis la Porsche 911, c'était la Porsche 911 équipée avec tout ce qui allait bien, quoi. Donc je lui dis, ouais, mais papa, pourquoi on n'achète pas cette voiture? C'est normal. Il me dit, bah attends, toi aussi, calme. Il faut avoir de l'argent pour acheter cette voiture et elle coûte très très cher. Et je dis, ouais, mais il faut combien d'argent? Il me dit, bah, je sais pas, il faut en tout cas travailler bien à l'école si tu veux te la payer. Je dis, oui, mais il faut combien d'argent? Est-ce qu'avec 1 million, c'est possible? Il me dit, oui, avec 1 million, tu peux acheter cette voiture-là et plein d'autres choses. Et là, c'était fixé. Je savais qu'il me fallait faire 1 million depuis 5 ans, tu vois. Donc, et ça, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit ni dans les interviews, ni dans mes bouquins, quoi que ce soit. Hmm. Je me souviens d'un truc, mes parents avaient fait un chèque. Et finalement, ils s'étaient trompés dans le montant et ils avaient juste laissé le chèque à côté. Et à l'époque, j'avais pris du blanco, j'avais tout effacé. J'avais mis 1 million de francs, puisqu'on était en francs à l'époque. Et quand mes parents ont vu ça, ils ont pété un câble. Ils m'ont dit, mais t'es complètement malade, tu vois. Et là, c'est pour moi normal. On m'a dit qu'il faut 1 million pour acheter tout ce que tu veux. Donc, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et en fait, j'ai grandi avec ce truc. J'ai grandi avec ce truc. Sauf que souviens-toi, je te disais que mon père me disait qu'il fallait bien travailler à l'école pour Hmm. pouvoir se permettre. Sauf que moi, j'étais une quiche. Clairement, j'étais une quiche. Tu sais, moi, quand j'avais 10, c'est bon, c'est bon. J'ai 10 de moyenne, c'est bon, on ne me prend pas la tête. Parce qu'en fait, j'ai jamais compris la différence entre le fait d'avoir 10 et le fait d'avoir 16 ou 20, en fait. Hmm. C'est le même résultat, tu passes à l'étape supérieure. Donc, partant de ce postulat, je savais que je n'étais pas bon à l'école. En tout cas, je m'organisais pour avoir la moyenne. Donc, les choses devenaient complexes. Je me disais comment je vais faire pour pouvoir me permettre tout ce dont j'ai envie, en fait. Hmm. Tu vois, après, il y a eu la partie un petit peu plus réaliste où tu grandis, tu te dis, ouais, bon, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on m'a dit, hein. C'est pas uniquement l'école, là, hein. Là, Ok. là, ça va plus loin, hein. Tu commences à voir la grille des salaires, tu vas voir à l'époque, j'oublie comment on appelait ça, le CEO, tu sais, on te donnait une grille avec tous les métiers qui Ouais. existaient. Conseiller d'orientation, quoi. Hmm. Conseiller d'orientation exactement. Et je me disais, ouais, mais en fait, le plus gros métier à l'époque, il faisait quoi, 4 000 francs ou 5 000 francs, je ne sais plus. 10 000 francs, il fallait être médecin. Bon, on savait très bien, vu les notes que j'avais en maths, c'était mort, tu vois. Hmm. Donc, tout ça, tu vois, c'est plein de barrières mentales jusqu'au jour où j'ai vu qu'ils ont fait une émission qui s'appelle Capital. Et tous les dimanches, ils montraient des entrepreneurs qui avaient réussi et qui avaient fait fortune. Et là, j'ai fait, ouais, là, on a un truc. Là, c'est là que ça se passe. OK? Et ces entrepreneurs n'avaient pas de diplôme accessoirement. Ils avaient tout simplement eu un concept mis en place et
ils avaient de gros résultats. Ok, donc t'as saigné les émissions Capital le dimanche, quoi. Ah oui, ça, c'était mon truc. Ça, c'était. À Ouais. partir de quel âge, ça? Je pense qu'à partir de 14-15 ans, j'étais déjà dessus, hein. Ouais. En tout cas, ouais, tous les dimanches, enfin, tu avais soit Capital, soit Zone Interdite. J'essayais de capter des trucs. Ma Zone Interdite, tu connais, il n'y a rien de bon. Donc, j'étais plutôt Capital. Et après, bah, en fait, à 16 ans, j'ai créé ma première marque de vêtements que j'avais appelée Ten and Ten. Donc 10 et 10, tu vois, toujours l'esprit quinri, puisque je voulais pas. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu faire des choses avec une vision à l'international. Ok. Donc je voulais pas donner un nom français euh, parce que je savais que si c'était un nom français, ça aurait été plus difficile à vendre en France. Mais si c'était un nom quinri, ça aurait mieux sonné, ça aurait été plus facile à vendre en France. Et après, si j'ai percé en France, je pourrais forcément percer aux États-Unis. C'était ma vision. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé Ten and Ten. Ten and Ten a fonctionné. En fait, il faut savoir que j'étais dans l'un des plus grands lycées de France, en Guadeloupe. On était vraiment, vraiment nombreux. Donc, je vendais tous mes t-shirts aux élèves, d'une manière générale. Mais j'avais une stratégie. Ma stratégie, c'était de cibler tu sais, les gens un peu à la mode au lycée, tu vois. Bien sûr, ouais. Je voyais ces personnes-là et je leur vendais des t-shirts. Et du coup, ça créait un conflit d'intérêts avec certaines personnes en mode, ouais, mais pourquoi lui, il a avant moi et pas moi? Je disais, ouais, mais attends, lui, il a payé plus cher aussi, t'as vu, etc. Et du coup, j'en ai vendu beaucoup. Après, Donc ça j'ai... commence, quoi, les premières aventures, quoi. Exactement. J'ai Et donc, tu commencé faisais quoi? Tu faisais impression locale, tu avais trouvé quelqu'un qui pourrait te faire tes t-shirts et C'est tu avais ça. acheté ton premier stock et... En fait, au tout début, je cherchais des t-shirts simples. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet comme on a Internet aujourd'hui où c'est facile, Mhm. tu vois. Internet, c'était le modem, le temps que ça se connecte, tu avais le temps de faire deux plats mijotés, tu vois le truc. Euh, Donc, la logique était différente. Donc, j'achetais des t-shirts unis, j'enlevais la marque qu'il y avait derrière avec une petite lame de rasoir pour enlever l'étiquette. euh, J'allais voir mon imprimeur pour qu'il m'imprime les t-shirts parce qu'en fait, les imprimeurs, ils ont des t-shirts, mais ils ne sont pas de bonne qualité. mhm. Donc, du coup, j'ai fait ça. Impression, petit packaging un peu maison. Et je vendais ensuite mes t-shirts à la main. Et quand ça a commencé à bien prendre, je suis parti démarcher les magasins. Et il y a 2 magasins qui ont accepté de vendre mes De t-shirts. revendre. Ouais, ça commençait, hein? Voilà, donc là, je commençais à me dire, ah, c'est cool. Sauf que je ne savais pas qui achetait mes t-shirts. Tu vois, enfin, à part les gens à qui je vendais personnellement, oui. Mais quand je mettais dans les magasins, je ne savais pas qui achetait les t-shirts. Donc, je savais que j'en vendais, mais j'avais toujours ce truc, ouais, mais c'est bizarre, j'en vends, mais je vois personne avec mes t-shirts. Et je vais jamais oublier ça. Un jour, je sors du lycée, ten, normal, et je vois un mec à moto, mais tu sais, c'est les gangsters de l'époque et tout. Il est sur sa moto, et le mec, il me regarde genre mal, quoi, en mode, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Et je vois, le mec, il a du ten sur lui. Et là, je fais, ah non, là, c'est lourd. Et je lui ai fait, yeah, genre, j'ai kiffé, tu vois. Et le mec, il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais il n'a pas compris que, Et tu il vois. sait pas, ouais. Ouais. Et là, c'est là que je me suis dit, ah ok. Donc en fait, je suis en cours, je fais du cash, les gens portent ma marque, wow, c'est ouf. C'est la folie. Exactement. Et au début, mes parents, ils étaient contre. Et à la fin, ma mère me dit, ouais, en fait, il faudra que tu me donnes 10 t-shirts parce que j'ai mes collègues qui en veulent pour leurs enfants, etc. Donc, Mhm. c'est vraiment parti, tu vois. Et là pour moi, c'était mes premiers pas dans le business, en fait. Mais bon, il fallait revenir à la réalité. Comment va se solder cette expérience, du coup? Cette expérience est soldée avec des parents qui m'ont dit, bon, t'es bien gentil avec tes t-shirts, mais il faut travailler à l'école. Sauf que là, les notes, ça va pas. Donc, j'ai raté mon bac. Je l'ai raté 2 fois. Toujours pas parce que j'étais concentré sur autre chose. Je voulais tout simplement faire du business.
Et ma mère m'a clairement dit, bon, écoute, là, on va mettre un frein à ça. Il faut que tu te concentres vraiment sur tes études, puisque c'est pas tes t-shirts qui vont te ramener je ne sais où. Bon, elle avait tort, mais je pense que voilà, il fallait l'écouter et je l'ai écouté. Et je suis devenu prothésiste dentaire, en fait. J'ai fait des études pour devenir prothésiste dentaire. Donc, Prothésiste dentaire, d'ailleurs, qui est plutôt un bon métier. Tu gagnes bien ta vie, non? ouais, en fait, techniquement, tu gagnes bien ta vie à condition que tu montes ton laboratoire. Mhm. C'est ça. Donc, c'était vite un des objectifs pour moi. Toujours dans l'esprit entrepreneurial, je me suis dit, ouais, il faut que je monte mon laboratoire. C'est mon objectif. Parce que je vais bien gagner ma vie. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de choses à maîtriser avant de monter son laboratoire. J'ai fait, ouais, mais en fait, c'est une histoire, ça va me prendre 12 ans parce que, ouais, en fait, tu maîtrises pas ça comme ça, c'est un métier manuel, il y a tout un tas de choses à connaître. Et à chaque fois, tu fais face à des médecins, donc des chirurgiens dentistes, tu as des mecs qui sont encore, on va dire, qui ont un niveau d'études très élevé parce qu'ils font de l'implantologie. Quand ces mecs-là te parlent, tu dois savoir de quoi tu parles, tu vois. Mhm. Et là, ces termes techniques-là, tu peux pas les inventer, donc tu es obligé de les apprendre. Donc, et là, je voyais que le temps se rallongeait. Donc, j'ai d'abord été salarié, et là, je touchais 1 350 euros. Quand je disais je suis prothésiste dentaire, tout le monde me disait, ah ouais, le mec, il est bien. Ouais. Je touche 1 350 euros, gros, tu vois. Et je Donc me c'est suis vraiment le début de carrière, quoi. Le premier ouais, job au minimum, quoi. début de carrière. À l'époque, Et j'avais en Guadeloupe, du coup, ou en métropole? en métropole, j'étais Ouais, arrivé t'es arrivé à Paris, quoi. ouais, pour ces études-là, je suis parti à Paris, même pas à Paris, à Bordeaux. Je suis Mhm. arrivé à Bordeaux et j'ai commencé à faire ça. Et mon premier job, je l'ai eu à Paris. OK? 1 350 avec un patron, un tyran, le mec. D'ailleurs, s'il regarde ou il écoute l'interview, j'espère qu'il va comprendre c'était un vrai enfoiré. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Ok. Le mec, Attends, en banlieue parisienne avec 1 350 euros, on est en quelle année là? Parce qu'aujourd'hui, tu crèves la faim avec un salaire comme ça. c'était en 2011. Ouais, donc c'était quand même chaud. Pouvoir d'achat, Ah c'était pas terrible, hein. Ah non, 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 c'était chaud, tu vois. Mais en 2011, je sortais d'école. Souviens-toi, le seul cash que je faisais à l'époque, c'était avec Ten. Donc là, je touche 1 350 euros. Pour moi, truc de ouf. Je suis Hmm. passé d'étudiant à avoir 250 Ouais, balles à gérer. avoir le premier 50. salaire, quoi. Ouais, tu vois. Sauf que bah, je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'ai payé le loyer, 660 balles, il n'y avait plus rien, tu vois. Hmm. Et, et en fait, je commençais à rentrer dans le truc où je me disais, OK, laboratoire, c'est l'objectif. Je me rendais compte, plus ça allait, que ben, on avait de gros concurrents, c'était les Chinois. Les Chinois, ils sont très bons en prothèses. Ok. Donc, les Chinois, ils font exactement la même chose que nous, sauf que eux, ils te le vendent 15 balles. Nous, on les vend 150 balles parce qu'il y a énormément de travail. Mais la Hmm. main-d'œuvre n'est pas la même, donc ils peuvent se permettre de vendre ça 15 balles. Bien sûr. Et du coup, je me dis, mais attends, en fait, tout ce que je fais là, c'est-à-dire que les dentistes ne passaient plus par les prothésistes français, ils passaient par les Chinois directement. Normal, il y a un gros gap, hein. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ça sert à rien. Là, je vais me battre contre un système en me disant, oui, c'est de la qualité française. Ouais, mais les mecs, ils s'en foutent. Ils veulent juste payer moins cher. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Mais je me disais ça juste comme ça, en fait. Hmm. Donc, 1 350 euros, pas d'oseille, je paye mon loyer, je suis ric-rac à chaque fin de mois. OK? Et au bout d'un moment, je commence à me retrouver à découvert. Et c'est là où ça commence à devenir L'engrenage des banques, là. exactement, tu vois. Et j'étais à découvert de quoi? 50 euros à l'époque, hein. C'était pas un truc de ouf, mais à Hmm. découvert quand même. Mais j'étais systématiquement sur le découvert parce que à l'époque, dans mon mindset, c'était ah ben j'ai 50 euros en plus, tu vois. Hmm. Donc j'étais tout le temps à 50 euros de découvert jusqu'au jour où ma banquière m'a appelé, elle m'a proposé d'augmenter mon découvert. Hmm. Et quelle bonne nouvelle, c'est pour les bons clients, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté mon découvert et là, je suis rentré dans un vrai engrenage.
Et un jour, Donc toujours de dépenser plus et puis exactement, de payer plus de frais bancaires et exact, devenir c'est le ça. pigeon qui alimente la banque, quoi. Mais c'était clairement ça. Même pour moi, à l'époque, c'était OK, j'ai plus, donc je Ouais, peux c'est faire. du pouvoir d'achat pour toi. Voilà, tu vois, je le voyais comme ça, en sachant que, bah, comme je te disais, avec mon salaire, une fois que tu as payé le loyer, c'est mort. Donc, à partir de là, les choses ont commencé à devenir très complexes. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, il faut que tu trouves une solution. Donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet, comme beaucoup de personnes, comment devenir riche. Ok. Bon, après, tu sais, T'avais encore ces rêves du coup de gosse, de la Porsche, des millions, de la belle vie, de l'American Dream. C'était encore présent ou ça c'est- avait été tué un petit peu par la vie réelle? c'était présent, mais j'essayais de ne pas y penser parce que je me disais, en fait, le fait d'y penser, ça me donnait l'impression de, mec, t'es en train de faire tout le contraire là, tu vois. Tu vas de l'autre Ok. côté, tu vois. Donc j'essayais de ne pas y penser, mais c'était présent. Sauf qu'à l'époque, j'habitais dans le 92 à Levallois et il y avait un concessionnaire Porsche à 4 minutes à pied de chez moi. Hmm. Donc tous les 4 matins, il y avait un mec qui me rappelait que, oh gars, n'oublie pas, si T'as tu des veux, rêves. voilà, tu as des rêves. Et en fait, ben, j'ai remonté la pente. J'ai arrêté d'être à découvert, je me suis serré la ceinture, j'ai commencé vraiment à me mettre bien, à avoir des économies. Et j'ai eu quasiment un an pas un an, mais j'ai eu l'équivalent de 2 000 € de côté, un petit peu moins de 2 000 € de côté, en me serrant la ceinture, en faisant des petits jobs à gauche, à droite, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est ça. Là, je commence à voir la lumière du jour et j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois les impôts à payer. Mec, je n'étais pas habitué avec ça. Je savais pas. Je rentrais dans la vie active et je voyais, bah, j'avais à peu près bah, l'équivalent de mon salaire à payer en impôts, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je suis reparti à la case départ. Et là, j'ai commencé à chercher des biographies. J'ai regardé les biographies de tous les mecs qui avaient réussi, en tout cas financièrement. Et je suis tombé sur Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. J'ai lu ce livre. Là, je fais OK, OK, c'est l'immobilier le truc. C'est l'immobilier. Là, il n'y a plus de mystère, c'est ça. Pour tous ceux qui ne connaissent pas du coup l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, et t'en parles d'ailleurs sur une autre interview où tu dis j'ai été bluffé. Je pensais qu'Arnold Schwarzenegger était devenu une star et riche avec le cinéma, alors que Arnold, quand il démarre la carrière dans le cinéma, il est déjà millionnaire, vu qu'il a fait des coups en immobilier. Et c'est ça qui te donne envie vraiment de te lancer dans l'immobilier? Ouais, là, clairement, je me suis dit, ouais, puisque en fait, j'ai vu ça, j'ai vu d'autres gars aussi qui avaient de l'immobilier, qui ont commencé un peu par ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Donc, naïvement, je me suis dit, en fait, l'histoire, elle est simple. Tu vas à la banque, tu demandes un crédit, tu achètes et puis basta. Mais avant d'aller à la banque, je suis parti voir un agent immobilier à côté de chez moi, toujours. Et je commençais à regarder avec mon œil naïf. Et le mec, il me dit, ouais, j'ai une question, vous gagnez combien? Tu sais, moi, tu sais, c'est un agent immobilier, je connais pas le milieu, donc il me pose la question, je réponds naturellement, je suis à 1 350 €. Et là, le mec, il me dit, bon, allez-y, c'est pas fait pour vous, quoi. Il ouvre la porte, il me dit, bonne journée. Et là, je suis rentré. Enzo, franchement, c'est comme s'il m'avait mis un coup de massue. J'étais pas bien. J'étais pas bien, je suis rentré chez moi, je me suis endormi direct. Je dis, en fait, j'avais trouvé le truc, le mec, il me dit, c'est mort. Et le lendemain, je me réveille, j'ai toujours ce truc en mode, ouais, je suis pas bien. Je vais à la fenêtre et je vois une Porsche 911 en bas. Et le mec, il a pas de pression. Je fais, non, je vais le faire. Ah, je vais le faire. Et là, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, OK, il m'a dit que c'est pas possible, je vais regarder quelque chose de plus petit. Donc, je cherchais des tout petits studios, des chambres de bonne. Après, je me suis dit, bah, des parkings aussi, il faut bien que les mecs garent leur Porsche quelque part. Mhm. Aussi de l'immobilier. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Je cherchais des parkings, jusqu'au jour où je suis tombé sur une annonce
vend place de parking. Si vous achetez l'appartement avec la place de parking est offerte, ou sinon la place de parking, vous la payez tout simplement. Séparément, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, tu suis des gens sur Internet qui parlent de ça. Par exemple, c'est des canissettes qui parlaient d'acheter des parkings ou pas du tout, vraiment. C'est acheter de l'immobilier et tu fais tes recherches un peu par toi-même et cette idée d'acheter un parking te vient un peu par toi-même. En fait, il faut savoir un truc. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de truc de Cédric Anissette. Il y a une personne que je connaissais à l'époque. Comment il s'appelle? Ce C'était banc, Aurélien. peut-être? Non, même pas. Je ne connaissais pas ce bon. Je connaissais Aurélien Amaker. Ouais. Je cherchais des moyens de faire de l'argent, en fait, tu vois. Et donc, Et je- ouais, à l'époque, son blog était référencé, quoi. Exactement. Et lui, il parlait de vivre avec son blog, enfin d'avoir des revenus complémentaires. Donc lui, je connaissais ce mec-là, mais c'est le seul que je connaissais. Donc je Hmm. suivais tout ce qu'il faisait, tu vois. Mais Ok. les autres, je n'avais pas cette connaissance, tu vois. Et c'est bien après que j'ai vu qu'il y avait Anissette qui faisait ça, et j'ai dit, ah, je suis pas fou, je suis sur la bonne voie, tu vois. J'ai dit, ah. Hmm. Donc, une fois que j'ai fait mon premier investissement, entre guillemets, où je tombe sur un agent immobilier, au début, il me dit, ouais, je vous montre l'appartement avant de voir la place de parking. Et dans ma tête, je me dis, ouais, il essaie de me refourguer son truc, je suis pas un débutant, tu vois. Et en fait, j'arrive dans l'appartement et je vois que, en fait, c'est fait pour moi, quoi. Et là, je lui dis, ouais, c'est bon. Il me dit, c'est bon quoi? Je lui dis, c'est bon. Il me dit, oui, mais quoi? Je dis, ben, on signe. Il me dit, oui, mais attendez, on n'a pas encore vu la place de parking, hein. Là, je fais, ah oui, c'est vrai, à la base, je suis venu pour ça. C'est pas con, tu vois? Et on va voir la place de parking. Je vois deux traits au sol. Et je fais, ouais, ok, bon, bah, ok, bon, ben, on remonte et on signe. Et je signe les papiers, je fais l'offre d'achat. Je ne sais même pas si je pouvais appeler ça offre d'achat. Tu Quand sais, j'ai- tu sais si à l'époque la banque elle te suit ou pas? Maintenant, maintenant, qu'est-ce que je raconte? Pour moi, Tu ça, pars vraiment, je pars vraiment, ouais, ça va passer quoi. Ça par marche comme passer, ça. sans pression. Sauf qu'au moment où j'ai signé le truc, au moment où je pars, je me rends compte qu'en fait, il faut accessoirement peut-être demander à ta banque. Ça peut fonctionner si tu demandes, tu vois. Et là, je fais merde. Et en fait, comme j'avais commencé à faire des petites recherches, je me suis dit, OK, je vais demander à un courtier directement. Ma Mhm. première opération, je suis passé par un courtier et quand il a vu mon dossier, il m'a dit, OK, bon, on va trouver une solution. Bon, c'est vrai, j'avais à l'époque à peine 2 000 € d'apport. Il m'a dit, bon, c'est vrai, c'est un petit peu juste, mais comme vous êtes jeune, ça va le faire. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première opération. Et donc Et tu as acheté là, cet appartement du coup et même pas le parking au final. si, c'était avec la place de parking, puisque Tout était c'était dedans, mais du coup tu as acheté l'appart. T'as pas acheté le parking quoi. Tu as exactement, acheté le tout quoi. exactement, c'est ça. Et du coup, l'appartement, il y avait tout à refaire dedans. Manzo, je ne sais pas planter un clou jusqu'à présent. Quand j'ai expliqué à mes parents que j'avais acheté un appartement, particulièrement mon père, qui est un très bon bricoleur, quand je lui ai dit que j'ai acheté un appartement, Il a rigolé quoi. Ouais. non, non, il m'a dit, mais tu m'as dit qu'il y a des travaux, mais qui va faire les travaux? Je dis, ouais, t'inquiète, je vais trouver. Et je me souviens, à l'époque, il me dit, ouais, mais ok, mais va, alors je vais te faire un plan pour que tu puisses voir pour les canalisations, pour la plomberie et tout. Et je sentais que quand il me parlait, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais faire ça, mais c'est mort. Ouais. Qu'est-ce que tu me vois aller dans les tuyaux, aller démonter la plomberie? Non, je ne sais pas faire ça en fait. Et en fait, j'ai cherché des entrepreneurs. Le premier entrepreneur, il m'a demandé une somme astronomique pour le faire la Mhm. porte. Et après, je les ai pris en pôle séparés. Et ça m'a coûté un peu moins de 10 000 € pour tout refaire. C'était Ok. quoi? C'était un 25 mètres carrés? Ouais, on est ouais, 28 mètres carrés. Ok. Mhm. 28 mètres carrés pour tout refaire. Et j'avais déjà trouvé la technique pour meubler. Avec la banque, j'avais fait des devis, des trucs, et j'avais réussi à tout meubler avec le crédit, le prêt travaux. Tu Donc vois? tout mettre sur le dos de la banque quoi. Exactement. Pour 10 000 €, j'avais le complet. Tu vois? J'avais même acheté ma machine à laver, tout complet. Quand l'appartement était fini, là, tout le monde a commencé à me dire, ah ouais, il est frais ton appart,
Ouais, mais comment t'as fait? J'ai commencé à avoir beaucoup de questions, tu vois. Et au final, combien t'as acheté? Est-ce que c'était un bon achat? Est-ce que tu t'es planté? Est-ce que directement t'avais vu juste? C'est une très bonne question. Mais c'était un très bon achat. En fait, j'ai acheté à l'époque 91 500, frais de notaire inclus. Et Euh, place de parking inclus surtout. Exactement, plus une cave, une grande cave. Donc, en fait, si tu veux, Dans le 92 toujours ou dans le dans le 93? 92, là, j'étais à Hmm. Colombes. Donc, j'avais acheté à Colombes à l'époque. Donc, c'était un très bon investissement à 5 minutes à pied de la gare. Donc, le truc, voilà, c'était une opportunité, partie Ouais, économique. aujourd'hui, ça vaut facilement le double, je parie, non? Ouais, aujourd'hui, on est plus sur du 160 000, Ouais, 160 000, tu vois. c'est beau. Donc, première opération, tu vois. Donc, alors oui, il y a un petit peu de chance, il y a un peu de tout ça, mais il y a surtout le fait d'avoir posé quelque chose sur la table, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire oui, c'est bon, c'est pour moi? Alors qu'en plus, tu te dis, ouais, moi, je veux acheter le parking, l'autre, il va essayer de me vendre son appart. En Qu'est-ce fait, qui fait que tu prends la décision? il y a un truc que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, il y a quelque chose qui n'a pas de mots. On ne peut pas mettre des mots dessus, c'est le ressenti. Et en fait, quand tu achètes un bien immobilier, tu dois aussi avoir ce truc, ce feeling qui est inexplicable. Hmm. Et ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bien, par exemple, et me dire, ouais, celui-là, il n'est pas fait pour moi, et pourtant, je vois qu'il n'y a pas de défaut en soi. Tu vois? Hmm. Et après, je me rends compte bah, qu'il y avait des vis cachées, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Donc, tu as l'instinct, en fait. Tu as l'instinct, et c'est ce qui a joué. OK? Au-delà du fait de voir que, bon, bah, c'était un petit appartement, et en soi, je me suis dit, bon, bah, il faut tout refaire, donc il n'y a pas de vis cachées, tu vois? Ouais. Il y a tout à refaire. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a joué, je pense, le, l'instinct. Et là, je me suis lancé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec la banque, du coup? Comment ça s'est Ben, la passé banque, avec eux? c'était très très simple, hein, puisque vu que je suis passé par un courtier, ils m'ont appelé quelques jours après, ils m'ont dit oui, votre prêt est accordé, venez signer. Par contre, il faut mettre votre salaire chez nous. Ah bah ok, les gars, il n'y a pas de problème, hein. Je mets mon salaire, il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas beaucoup, mais il sera chez vous. Ouais. Et à partir de là, comme je te disais, je me disais, ok, là je l'ai fait. Mais en fait, j'avais un petit problème. C'est que ça me Ils l'ont déclaré en résidence principale. Oui, Toi, ouais. résidence principale. Et toi, c'était vraiment, par contre, pour faire de l'argent. L'objectif, c'était vraiment Oui, d'être c'était pour positionné faire de en l'argent. investisseur. À un moment donné, tu t'es pas dit, bah, je vais vivre là. Et non. C'était Oui, vraiment entre. non, mais le piège, il est là. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'appartement, quand j'ai vu comment il était, je me suis rendu compte que il était Mieux plus que le tien. sympa que, ouais, que là où j'allais vivre, tu vois. Donc, je vivais dans un truc où la plaque fonctionnait pas bien, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, le placard, il tenait avec un petit bout de fil, enfin, tu vois, le truc. Mhm. Et l'appartement qui était en location, il était nickel. C'était le truc de ouf, tu vois. Donc, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ouais, mais en fait, là, ça me rapporte à peine 200 euros par mois, tu vois. Et là, je fais, ouais, mon objectif, c'est de devenir riche, entre guillemets. Mhm. Il va falloir en faire des coups à 200 comme ça, tu vois. Mhm. Et là, je rentre dans ce nouveau truc. En mode, ouais, ça n'a pas fonctionné. Je repense encore au mec en Porsche. Je repense à tout ce que, tu vois. Là, je commence. Ça fait pas assez d'argent. À ce moment-là, tu te dis, ça fait pas assez d'argent. C'est pas ce plan-là, quoi. C'est un autre plan qu'il me faut. Ouais, non, c'est pas ce plan-là. Je vois bien que c'est pas. Je vois, en fait, j'ai plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit. Je me dis, si je revends, je vais peut-être prendre 40 000 euros. J'ai jamais eu autant d'argent d'un coup, donc ça pourrait être intéressant. Mais en même Ouais, donc temps, tu es, quand même conscient du coup du côté achat-revente et du potentiel de exactement, revente. Mhm. exactement. Donc j'ai ça en tête. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais si je prends 40 000 euros, je vais pas tenir avec ça, en fait, tu vois. Donc, Mhm. j'ai ce truc en tête et je me dis, ouais, là, il faut trouver une autre solution. Et je me dis, bah attends, je regarde les immeubles. Je me dis ça comme ça, tu vois, je regarde les immeubles. On est en quelle année du coup à ce moment-là, là, ton premier investissement? Premier investissement 2014. 2014. Et en 2016, donc ouais, entre 2014 et 2000, jusqu'à 2016, je recherchais la même chose.
Ça aussi, c'était une erreur de débutant. Tu vois, je Ok. recherchais exactement la même chose. Tu Donc, vois, tu voulais trouver le même typologie d'appartement, etc., pour reproduire, quoi. ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné. Je savais que j'avais une plus-value latente. Si je vendais, je prenais un billet. Donc, je voulais faire la même opération. Sauf que bah, c'est pas tous les jours Noël. Donc, Mhm. 2 ans sont passés. Là, je me suis dit, ouais, bon, là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de sérieux. Et j'ai commencé à regarder les immeubles. Donc, j'ai regardé évidemment en Ile-de-France. Quand j'ai vu les prix, je fais bon, ok. Ok. Là, c'est moi. C'est moi. Je sais que c'est pas pour moi là pour l'instant. Et après, bah, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai vécu un an dans le nord de la France. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je regarde pas dans le nord de la France? C'est probablement moins cher. Et Mhm. Et c'est beaucoup moins cher. c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu que l'appartement que j'ai acheté, pour le même prix, j'aurais pu acheter un immeuble. Mhm. Donc là, mon cerveau en ébullition, c'est reparti. Là, je revois plein de choses. Je revois Jay-Z, je sens que je vais être sur son yacht bientôt. Tu vois, je revois tous ces trucs-là, tu vois. Mhm. Et là, je me dis, OK, on va aller acheter un immeuble. Et je commence à faire des recherches et je tombe sur un immeuble qui était affiché à, je sais plus, 120 000 euros. Et je négocie à 98 000 frais de notaire. Premier immeuble, j'achète 980 euros de cash flow, 900 euros de cash flow. Merci, au revoir. Je vois que mon salaire, il est fait Où ça, du coup? à Lillers, Mhm. tu vois. Première opération, enfin, première grosse opération avec un immeuble, je vois que j'ai quasiment mon salaire, là, tu vois. Et là, Donc là, tu as quoi? Tu as trois locataires? j'ai 3 locataires, c'est ça, en tout. Oui, puisque c'est un immeuble de 2 étages. Donc, euh, donc voilà, et là, c'était fini, tu Ouais, donc vois. là, trois apparts en un, quoi. Et là, directement, il n'y a pas de travaux à faire. Le truc est déjà loué quand tu l'achètes. Il n'y avait pas de travaux à faire. En fait, pour ceux qui regardent, pour qu'ils comprennent bien, j'avais une surface commerciale et un appartement dessus. OK? Donc, j'ai acheté ça comme ça. Le truc, il était loué, ça tournait bien. Donc là, Locataire, tu avais deux locataires. Tu avais la surface commerciale et le locataire au-dessus, c'est ça? voilà. Plus Ouais, ok. l'appartement, le premier appartement. Plus le tien à Colombes. Et à Voilà. ce moment-là, direct, ça fait 900 euros de différence entre le coût du crédit et les revenus que tu fais tous les mois. Exactement. Exactement. Ouais, donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là c'est ouais, c'était fini. Je me suis dit, bah, il faut que je fasse que des opérations comme ça. Tu vois? Et à partir de là, c'était Et tous les je crois que quand on se rencontre en octobre 2016, ouais. c'est à ce moment-là, à peu près. Tu as ton Ouais, mais immeuble. j'avais déjà mon immeuble. Ouais, Je crois à ce moment-là, tu avais ouais. déjà ton immeuble. Ouais, je crois que j'avais mon immeuble déjà à ce moment-là. J'avais déjà mon premier appart, mon immeuble, mais c'était tout frais, quoi. Tu vois, c'était tout. Mhm. Mais là, je savais que je tenais quelque chose. C'était Ouais, tu plus. as enclenché un truc, là, c'était différent. Là. Ouais, ouais, c'était juste une histoire de je surveillais les bonnes opportunités, tu vois. Mais entre-temps, j'avais compris que j'allais pas pouvoir réitérer l'opération 15 000 fois parce que la banque allait me bloquer, surtout avec mon salaire. Du coup, bah, je suis parti voir mon patron, je lui ai demandé une augmentation. Il m'a Mhm. dit, mort. J'ai dit, OK, pas de problème. J'ai cherché un autre taf. La semaine d'après, j'ai changé de taf. Prothésiste, toujours? Prothésiste. Je suis passé puisque j'avais eu une petite augmentation de 1000, j'étais passé à 1450, quelque chose comme ça. Donc, je suis passé de 1450 à 2000. Donc, je peux te dire, Direct. ah ouais, je peux te dire que là, c'était plus pareil. T'étais sous-payé dans ton job, quoi. Ah oui, clairement, clairement. 2000, les portes se sont ouvertes. J'étais loin du monde en plus. Je me souviens à l'époque, quand tu disais que tu touchais 2000, c'était ah, t'es bien toi, tu vois. Donc, mais je savais juste que ça m'ouvrait des opportunités pour pouvoir acheter plus d'immobilier. Ensuite, continuer à vraiment me former, à rencontrer du monde, d'autres Ouais, investisseurs. là, à ce moment-là, typiquement, nous, on se rencontre Business Connection, J-1 avant quitter la Rat Race 4. C'est ça. Et donc là, ça y est, tu fais partie de groupes immobiliers, des formations Ouais. immobiliers, des choses comme ça et tout, quoi.
Ouais, puisque en fait, pour la petite histoire, mon blog, je l'ai créé en 2015, mon blog Business is my religion, qui était un blog au début, qui est devenu maintenant une entreprise. En 2015, j'avais créé mon blog parce que tout le monde me disait, ouais, mais comment tu as fait pour faire ça? Moi, je sais pas faire, j'ai peur. Et en fait, j'ai créé mon blog parce que j'avais marre de répéter la même chose. Hmm. Tu vois? Du coup, je disais aux gens, bah, va sur mon blog et mets un genre, mets un like ou un Mets un truc. message, ouais. Un message, ouais, c'était à l'époque, c'était des messages. Mais laisse un Un commentaire. commentaire, quoi. Ouais. Et du coup, quand les gens venaient me voir, ils n'avaient pas laissé de commentaire, je disais, ah, je peux pas te répondre, tu n'as pas laissé de commentaire. Et ça a démarré comme ça. Et j'avais beaucoup de questions et à un certain moment, j'ai senti que ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, je fais, bon, il va falloir qu'on switch, hein, parce que mon temps, il est pas gratuit non plus. Donc, Et du coup, à ce moment-là, il y a déjà une vision, entre guillemets, d'infoprenariat ou pas du tout? j'avais une vision d'infoprenariat. Oui, j'avais une vision parce que souviens-toi, Tu j'avais avais suivi suivi un peu Léonard. un maker. Ouais, Ouais. donc je savais qu'il y avait moyen de monétiser, sauf que je ne me sentais pas légitime de monétiser mes compétences. Je Mhm. savais que tout le monde, les gens me disaient qu'ils ne savaient pas faire, mais je ne me sentais pas encore légitime. Donc j'ai donné du contenu gratuit pendant plusieurs années, en fait. Pendant Ouais, plusieurs... mais voilà, donc tu démarres le blog en disant un jour on fera un business, quoi. Oui, ça c'était prévu. Tu vois, dans ma tête, c'était prévu. Mais je me disais au début, ouais, bon, attention, attention quand même, j'ai pas assez fait pour faire l'expert en immobilier. Ouais, je suis pas encore arrivé, quoi. Donc ça, c'est toujours le truc, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Les gens me disaient, ouais, mais mec, tu dis que tu n'as pas assez fait, mais tu as quand même acheté un immeuble. Je dis, ouais, mais il me manque un truc, tu vois. J'ai pas, je sens que j'ai pas tout. Et en Mhm. fait, j'ai enchaîné avec un autre immeuble. Euh, Ça a été très vite après, hein. En 2017, un autre immeuble. En 2017, je crois que j'ai acheté même deux immeubles, quelque chose comme ça, ouais. Deux immeubles, trois immeubles. J'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné dans la même année. J'ai appris des techniques. J'ai utilisé des techniques pour ne pas payer les frais de notaire. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Et là, j'ai commencé à me retrouver avec un vrai patrimoine. OK? Un patrimoine, mais maintenant, ce que les gens ne disent pas, c'est un patrimoine, mais avec de l'humain à gérer. C'est Et là, arrivé quand ça? ça arrivait très rapidement, en Fin 2017, début 2018? ouais, fin 2017, début 2018, c'est exactement ça. Début 2018, je commence à avoir des problématiques. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, je fais de l'immobilier, mais je fais que des trucs de dingue. Que des trucs de dingue. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place. À chaque fois que j'achetais un bien, je retapais, je faisais de belles prestations, Mhm. décorer avec goût, etc. Et là, je me suis rendu compte que les locataires, c'était les personnes, pas tous, mais les plus ingrates. Mhm. Et là, j'ai pris des claques. Puisqu'en fait, à chaque fois, il y avait un truc. Ah ben oui, mais il me manque ça. Ah ben oui, il me manque ça. Mais en fait, au début, je ne connaissais pas tous les trucs. Et à mes débuts, je donnais à mes locataires des choses que normalement un propriétaire ne donne pas. Ok. Tu faisais du service, tu faisais du plus, Et quoi. Tu faisais du bonus. et en même, bonus, je me disais, ouais, je veux que mon locataire soit bien. J'avais ces valeurs vraiment. Et en réalité, bah, des fois, je commençais à avoir des personnes qui ne payaient pas, des personnes qui se foutaient de ma gueule ou ce genre de choses. Donc, qui me Tu disaient, faisais oui, principalement de la location à l'année, du coup, classique? classique. Moi, j'ai toujours eu une vision en tête, c'est si je fais un truc, ça doit durer. J'ai jamais voulu faire un truc, un overnight, tu vois. Hmm. Donc, je voulais que ça dure et que ça finance en fait ma vie au quotidien. C'était vraiment ça l'objectif. Ok. Et c'est à partir de là, en fait, c'est à partir de là que j'ai compris qu'ok, là, il y avait de l'humain à gérer, c'était un business, c'était un métier. Donc c'est quoi? C'est au quatrième immeuble, trois immeubles plus Colombe. Ouais, je crois que c'est le troisième immeuble que je me suis vraiment rendu compte de ça. Ok. Et à ce Troisième moment-là, immeuble. ça faisait combien de cash flow? 2 000 à 3 000? Ouais, j'étais à peu près aux alentours de 3000, quelque chose comme ça. Ouais. Donc 3000, suffisant pour quitter ton job, mais en même temps, si tu quittes ton job, tu peux plus rien faire. c'est ça. C'est ça. En C'est fait, un peu. là, pour l'instant, j'étais pas en mode je quitte mon job. J'étais en mode je dois taper le million.
de patrimoine. Je dois taper, ça c'était, là, une fois que j'étais là, je dis, je suis trop près du but, je dois taper le million de patrimoine et je dois avoir un cash flow qui me permet de, si genre j'ai deux immeubles qui fonctionnent pas, je sais que je peux manger, quoi. C'était vraiment ça Hmm. l'objectif. Ouais. Et c'est à partir de là que ça a commencé à s'accélérer, puisque j'ai dû gérer l'humain, j'ai dû mettre en place un système, commencer à faire bah, tout simplement le policier. Et là, j'ai dû changer un trait de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez calme et gentil. J'ai dû changer ça, et être un peu plus ferme, plus strict. Et là, j'ai commencé à avoir de vrais résultats, avoir un cash flow qui tombe, comprendre le fonctionnement, trouver les bons interlocuteurs. Ça aussi, ça m'a pris du temps. Et ensuite, j'ai acheté un immeuble de 13 lots. C'est le plus gros immeuble que j'ai acheté. Ça, j'avoue, quand je l'ai fait, ouais, j'avais la pression. T'as bégayé un peu. Ouais, j'ai bégayé un peu. Là, je savais que c'était un projet assez costaud. Et, euh, En et banlieue, du coup, ou dans le nord de la France, en banlieue dans le nord parisienne? de la France, toujours. Le Nord de nord, la c'est France. ma zone de prédilection. Donc, C'est là où tu as fait de l'argent. Super. exactement, tu vois. Et donc, du Donc, coup, 13 lots, local commercial encore, il n'y a pas de et local commercial. Pas de local. que des Là, petits appartes. que des apparts. J'avais du T3, T2, quelques studios. C'était, Ouais, donc voilà. c'est déjà un sacré projet, hein. Ouais, ouais, c'était un gros projet. Mais pour moi, c'était effrayant. Tu vois, à l'époque, c'était C'était effrayant. combien? On était sur du 497 000, quelque chose comme ça, presque un demi-million, tu vois. Tu vois, donc c'était effrayant. Et la C'est banque, elle te suit? la banque, en fait, pour la petite histoire, à chaque fois, elle me disait non, je ne vous suis pas. Mais bon, ok, je vous suis là, mais c'est le dernier truc. Et genre 6 mois après, je revenais avec un autre projet. Tu Hmm. vois, et ce dernier projet, ma banquière, je me souviens, elle m'a dit, bon, écoutez, asseyez-vous, monsieur Prétérit. On vous suit sur ce projet-là, mais par contre, on ne pourra plus vous suivre. C'est vrai, vous êtes super gentil et tout, mais là, c'est... Et j'ai senti que là, c'était mon dernier crédit, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que Tout je était parte. toujours clean, tes comptes étaient toujours nickel, les business généraient Oui, tout le temps de l'argent, etc. Tu étais encore exactement. sur un salaire initial de 2000. Là, en fait, j'ai augmenté mon salaire entre-temps, puisque s'il y a eu ce gap à 2000, j'étais un petit peu bloqué. Et je suis parti voir mon patron, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de gagner plus d'argent, donc il faut que tu aies quelque chose à me proposer. Il me dit, ouais, mais tu me dis ça comme ça, est-ce que ça te dit d'être chauffeur-livreur pour livrer les prothèses? Ok, ça me va. Et le mec, En plus ouais, du boulot, quoi. exactement. Et le mec qui me dit ça, mais en mode genre pour rigoler. Je dis, ouais, moi, ça me va. C'est payé combien? Il me dit, bon, bah, du coup, ça va être 300 euros en plus. Je lui dis, je veux que ça apparaisse sur la fiche de paye. Je veux que ça Ouais, apparaisse sur la fiche de paye parce que je sais que c'est ce qui va jouer à déterminer la banque. exactement. Ouais, donc tu as Et vraiment tiré le truc, bossé en plus pour essayer de monter tes fiches de paye, pour essayer d'être bankable, quoi. exactement. Sauf qu'à 2300, ça restait encore juste. Bien sûr. Ça restait encore Surtout que juste. tu as déjà trois immeubles sur le paletot et. Exactement. Hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un poste qui s'est libéré, un poste de chef de laboratoire. Et je suis parti voir mon boss, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de te parler, assieds-toi. On se tutoyait en plus, tu vois, c'était un mec jeune qui avait monté sa boîte. Et je lui disais, bon, là, mec, tu sais que j'ai investi dans l'IMO et il me faut ce poste-là. Il me dit, ouais, mais Xavier, ouais, mais tu veux ce poste-là, est-ce que tu pourras le gérer? Je lui dis, t'inquiète pas, je vais pouvoir gérer ce poste. Je n'ai qu'une parole. Il me dit, ouais, il faut que je réfléchisse avec mes associés et tout. Et là, la pression. Les mecs, ils me disent, OK, on te met sur le poste, mais on ne bouge pas ton salaire pendant un an pour voir. Je dis, oh, les gars, dans ce cas-là, non, en fait, je reste là. Et en fait, ils voulaient vraiment me mettre sur un poste pendant un an pour voir si j'arrivais à gérer et ne pas me payer en plus. Ben ouais, mais là, déjà, tu touches 2300, c'est déjà pas mal. Je dis, oh, les gars, non. Par contre, je ne suis pas un bleu. Donc, non. Et en fait, au bout d'une semaine, ils ont fait entretien sur entretien, entretien sur entretien, il n'y avait que des quiches. Et à chaque fois, à chaque fin d'entretien, je disais, n'oubliez pas, je suis là. N'oubliez pas, je suis là. Et du coup, ils m'ont dit, bon, Xavier, combien tu veux? J'ai dit,
je veux 2 600 € pour rien du tout. Ils m'ont dit, ouais, mais t'as pété les plombs, mais on va jamais te donner 2 600 €. J'ai dit, ok. À la fin de la semaine, les mecs, ils avaient essuyé je ne sais combien d'entretiens. Ils m'ont dit, bon, écoute, on te donne 2 600 €. Mais Mais c'est là, la dernière eh, fois. non, il dit, oh, là, par contre, t'as intérêt de nous envoyer du lourd. Je dis, ok, les gars. Et en fait, j'avais quasiment 3 000 € des fois. Je faisais des 3 000 € en faisant le truc de chauffeur-livreur. Donc, j'étais à 2009, 3 000, 2009, 3 000. Mais par contre, je bossais comme un chien, vraiment. Ouais. 7 jours sur 7. Je bossais 7 jours sur Mais 7. bon, t'as fait x2 à ton salaire quoi depuis le début en allant chercher tes promotions quoi. Exactement. Et c'est à partir de là que le troisième projet est arrivé. Enfin, le troisième, je ne sais pas le combien, mais ce projet de 13 lots, en tout cas, est arrivé. Et là, j'ai fait OK, on y va. Et c'est là que la banque m'a financé. Et elle a vu le salaire. Elle a dit oui, c'est vrai que vous avez augmenté votre salaire, mais là, au-delà de ça, ça devient risqué pour la banque. Vous êtes quand même endetté à plus d'1 200 T'avais 000. déjà plus d'1 million d'endettement? Si je partais avec ce bien-là, ça dépassait le million, en fait. J'allais passer à 1 100 000, quelque chose comme ça. Donc Et t'avais 500 600 000 d'emprunts déjà qui ouais, tournaient, qui roulaient, qui généraient du bénéf, ouais, mais quand même, t'avais déjà 500 600 000 d'emprunts et là tu redemandais 500 000. ouais, c'est ça. Mais là, le gros avantage, c'est que tout l'argent généré avec l'immobilier, j'y touchais pas. D'accord, tu ne consommais pas cet argent, tu le laissais sur les comptes. Je vivais, j'ai appris vraiment de mes expériences, je vivais bien en dessous de mes moyens. C'est-à-dire, je prenais mes petites gamelles, j'allais au boulot, je claquais Tu pas de faisais thunes. attention quoi. Ouais. Je faisais vraiment attention. Chaque euro était dédié à ça. Je le mettais de côté. Et donc, tu laissais le cash monter sur les comptes et tu créais ton cash flow. T'étais quoi? T'étais en perso, t'avais pas de société à ce moment-là? T'étais en LMNP ou quelque chose comme ça? J'ai eu une partie en LMNP ouais, au début. Donc j'étais en perso, donc tout le cash était là, tu vois. C'était sexy aux yeux de la banque, ils voyaient du cash. Et Ouais, même... tu faisais vraiment tout pour Ah oui, pouvoir continuer, quoi. Tu créais le meilleur terreau possible. exactement. Je ne donnais pas l'opportunité de me dire non. Peut-être l'opportunité de dire c'est la dernière fois, mais pas non. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quand ils me disaient oui, mais là, ça risque d'être un peu compliqué, je dis, mais dites-moi qu'est-ce qui est compliqué pour savoir comment je peux faire mieux. Et ils Hmm. n'avaient pas cette question. Parce que il fallait trouver un truc à dire. Les Bien comptes sûr. étaient bien, tout fonctionnait, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvé à faire une opération juste avant celle-là, une opération qui n'a pas fonctionné. Ok. Ok. C'est-à-dire la banque m'a financé, j'ai tout eu, mais la vendeuse a vendu le bien aussi à quelqu'un d'autre en même temps, Ok. chose qui ne peut pas se faire. Donc, arrivé chez le notaire, nous étions deux à avoir notre financement. What the fuck? Et même le notaire me dit, bon, écoutez, c'est la Mais première fois vous avez rendez-vous en même temps en chez le même temps, notaire. ouais. Et le notaire nous dit, bon, on vous a contactés tous les deux, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Vous avez tous les deux votre crédit. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vous vendre à tous les deux. Donc moi, très pragmatique, je dis, qui a fait l'offre en premier? Monsieur Pétaïd, c'est vous. Ah ben voilà, c'est réglé. Il me dit, non, ça ne se passe pas comme ça. On doit rentrer dans des procédures. Je fais, les gars, j'ai... Ouais. Est-ce que t'as pas fait un petit... Et c'était vraiment un bon plan? C'était quoi? C'était un immeuble aussi? Ouais, c'était un immeuble aussi. C'était un bon plan, il était bien placé, vraiment tout. Tu regardes l'autre acheteur, tu dis, donne-moi 10 000 et je m'en vais. Non, même pas. C'est bien un truc. Les autres achats, qu'est-ce qu'ils me font? C'était un couple. Ils me disent, Monsieur Prétérit, en fait, on achète ce bien-là, c'est pour notre résidence principale. Et on a déjà donné notre préavis sur notre appartement. Donc, on va être à la rue. Donc, Aïe, s'il vous aïe, plaît, aïe. ne nous bloquez pas. C'est une résidence principale vraiment dans un immeuble? Ouais, c'est quoi cette Ouais, flûte? tu vois? Non, mais en fait, ils m'avaient expliqué le projet, qu'ils allaient prendre le haut pour eux et faire de la location en bas pour qu'ils aient plus à travailler, en fait, tu vois? Mhm. Donc, tu vois, ça avait du sens. Les plans étaient faits.
Ils m'ont montré ça, donc je savais que c'était vrai, tu vois. Ok. En même temps, je me dis, mais attends, business is business, hein. Après tout, tu vois, tu me dis ça, mais après, je dis, c'est pas de ma faute en même temps, c'est pas moi qui ai fait ça. Bien sûr. Mais n'oublie pas, après, voilà, je suis un mec un peu sensible, tu vois. Donc, j'ai fait, ouais, bon, j'avoue, j'aurais pas kiffé être à la porte. Ça, Et tu ouais. vas laisser l'OP du coup? Et Tu vas leur laisser? je laisse l'opportunité aux autres hackers de faire l'opération. Ça se décide comme ça chez le notaire, en 1 heure là? Ouais, en 1 heure. Et je dis au notaire, attention, je leur donne la possibilité de prendre le bien, mais je veux une compensation. Frais de par- notaire sur le prochain. Non, non, par rapport au vendeur. Je veux que le vendeur me dédommage pour ce qui s'est passé. Parce que j'ai Mhm. perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, de l'argent. J'habite à Paris, je fais des 2 heures de route, 4 heures de route aller-retour régulièrement pour ce bien-là. Donc là, c'est pas mon Bien problème. sûr. Et là, tout le monde change de visage. Les gens commencent à trembler parce que tout le monde sait qu'en vrai, c'est pas déconnant ce que je demande, tu vois. Bien sûr. Et en fait, Mais en même temps, il va falloir faire avaler la pilule, quoi. voilà, mais il y a une clause qui stipule, en fait, si le vendeur ne respecte pas les conditions suspensives, bah, il est censé te donner l'équivalent de 10% du montant du bien. Bien sûr. Et là, le vendeur arrive en mode, ah ben ouais, ça, c'est pas mon problème, moi, je donne pas d'argent, c'est pas grave, s'il faut aller au tribunal, on va au tribunal. Et là, je fais, ah ouais. Sauf que, comme le crédit, il est bloqué, il était débloqué à la banque, tant que ça, c'était pas fini, je ne pouvais pas passer Au suivant. au suivant. Donc il fallait, et je ne voulais pas m'asseoir sur les 10%. Non, j'ai perdu trop de temps, trop d'argent. Donc le notaire qui essaie de convaincre le vendeur. Et là, je fais, dans ce cas-là, moi, j'ai tout mon temps. Et voyez ça avec les autres hackers, mais moi, je ne bouge pas tant que je n'ai pas reçu une compensation. Et là, tout le monde a la pression. Mais genre, je croise les bras Mais comme on ça. est chez le notaire, là, du coup, Mais je fais, il y a l'acquéreur, il y a l'acheteur et il y a toi qui dis, moi, je veux de la thune. ouais, c'est ça. Et du coup, je sens que ça a créé un malaise. On me dit, bon, bah, on va vous appeler, rentrer chez vous. Je me dis, putain, si je rentre, est-ce qu'ils vont vraiment me Si payer? je Mais en rentre, même je vais temps, leur je me glisser, dis, ouais. ouais, non, non. En même temps, là, on est chez le notaire, là, il y a un homme de loi, ça ne peut pas se faire comme ça, tu vois. Ça ne peut Mhm. pas se faire comme ça, donc pas de pression. Je rentre chez moi, le notaire m'appelle, le notaire me dit, écoutez, monsieur Prétérit, le vendeur a une proposition à vous faire. OK? Je dis, OK. Il veut vous donner, je crois que le vendeur devait me donner 10 000 euros, quelque chose comme ça. Et il me dit, le vendeur veut vous donner 6 000 euros. Je dis, mais n'importe quoi, mais jamais, jamais je veux 10 000 euros. Et du coup, j'appelle mon avocat, je lui explique la situation. Et il m'a sorti une phase, il m'a dit un truc, mieux vaut un bon deal à l'amiable qu'un long procès. Hmm. Et là, je fais OK. Je dis, mais je dois vraiment accepter 6 000 euros. Ouais, mais là, j'ai la rage. Je me dis, ouais, mais Xavier, tu n'as même pas acheté le bien, tu n'as rien fait. Tu as payé 6 000 euros. Donc voilà comme ça. Je dis, ouais, pas fou. Et là, tu sais, il m'a dit ça. Écoute, bluff. Je dis, Huit écoute, mille. je veux 8 000. Je veux 8 000. Et là, elle me dit, ouais, je ne peux pas vous donner 8 000, mais c'est n'importe quoi. Je dis, bon, bah, de toutes les façons, comme je vous ai dit, j'ai tout mon temps pour ça. Non, je n'ai pas demandé 8 000, j'ai demandé 8 500. J'ai tout Ok. mon temps pour ça. Elle revient, elle me dit, je vous donne 7 000. Ah oui, là, après, là, c'est une guerre d'ego, là. Ouais, là, c'est une guerre d'ego, clairement. Et je lui note par texto, hein, elle m'envoie tout ça, hein. Elle me dit 7 000, ou sinon, vous me donnez 5 000 sous la table et je vous laisse avoir l'autre bien. Je vous dis, vous aurez jamais dû écrire ça par texto parce que moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, quand je lui dis ça, c'est une façon de lui dire, écoute, j'ai une preuve que tu essaies de me soudoyer, de me faire faire des trucs bizarres, donc je peux aller voir mon notaire. Et là, genre, elle me dit, OK, il faut que je parle à mon avocat. Et là, elle me dit, OK pour 8 000. Et je lui dis, je vous ai dit 8 500. Elle me fait, oui, oui, je voulais dire 8 500. Et là, je récupère 8 500. Donc là, 8 500 de... Bataille, quoi. Mais là, t'apprends du coup
enfin, tu apprends pas mal de choses dans le côté d'être ferme, de ne pas te laisser marcher dessus, Ah oui, de clairement. faire valoir tes droits, de batailler, de négocier, quoi. Ouais. C'est là où j'ai commencé à vraiment développer des skills de négociation. Là, j'ai commencé à comprendre que c'était pas juste tu donnes un prix, c'est faut jouer sur la psychologie, faut être patient, faut savoir à quel moment aussi dire ok, c'est bon, parce que j'aurais pu rester borné et dire que je veux 10 000, mais ce Hmm. ne serait pas passé, tu vois. Ouais, Et j'ai eu 8 500 € de plus dans la caisse. Donc c'est là, beau. Comment gagner de l'argent en faisant de l'immobilier sans faire d'immobilier? Ça fait une bonne sans vidéo, acheter. ça. C'est Voilà, ça. Ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, j'ai ramené ça encore sur la table. Donc j'avais, T'avais un peu plus d'apport, du coup. ouais, ouais, je ne mettais pas d'apport, mais là, j'avais du cash. Je leur disais, mais si vous voulez, faites-le travailler dans une assurance vie, faites ce que vous voulez avec l'argent, je m'en fiche. Je veux juste être financé. Et donc, pas d'apport, par contre. Non, pas d'apport. Ça a toujours C'était été, catégorique. ouais, c'était mon mot d'ordre. En fait, j'avais tellement peur de me retrouver dans cette première situation en mode à découvert ou je sais pas quoi. Donc, je voulais que cet argent soit là, en fait. Soit là au cas où. Donc, jamais d'apport. Et après, quand on me disait, ouais, mais monsieur Prété, il faudrait quand même mettre les frais de dossier. Ouais, les frais de dossier, je disais, ouais, ils sont de combien? À chaque fois, je faisais exactement la même chose. On me disait, ben là, vous en avez pour 2 000 €. Je fais combien? 2 000 €. Ah ouais, mais vous traitez quoi comme dossier? Je faisais ça à chaque fois. Et à chaque fois, elle me disait, ouais, bon, monsieur Prété est OK, on va vous faire quelque chose, mais il faudra payer les frais de dossier au besoin au moment. Et il me faisait un petit truc où ça me revenait à peu près à 1 000 €, tu vois. Donc, je gagnais 1 000 € à chaque fois, tu vois. Ouais, tu grattes Et à chaque fois. sur le gros projet, j'ai dit, je paye les frais de dossier, je les négocie pas. Ils m'ont dit, ah bah, on espère bien. Ouais, tu t'avais compris en tout cas cette relation donnant-donnant, cette relation aussi, il faut rentrer dans les cases, il faut leur donner ce dont ils ont besoin, quoi. Exactement, tu vois. Hmm. Mais entre-temps, dans tout ça, vu que je faisais du cash, je voulais pas non plus que tout l'argent dorme sur le compte. Donc, j'investis dans des startups, Ok, notamment dans une startup qui est aux Antilles, qui a fait plus de 7000% entre le ok. moment où j'ai investi et là. Donc, tu vois, j'ai placé l'argent, tu vois, parce que Ouais, j'étais. donc vraiment cette vision aussi plus large, entrepreneuriale, qui nous ramène à Business is my religion, où tu te dis, Exactement. ok, je suis investisseur, mais j'ai envie d'investir dans d'autres trucs, quoi. Exactement. Et pareil, quand j'investis dans les startups, tout le monde me disait, en fait, je voyais, tu sais, quand tu parles de ça à quelqu'un, tu vois la personne qui te regarde en mode, ouais, bon, ouais. Comme si tu vas manger avec ça, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, j'en rigole. J'ai fait du 7000% avec mon investissement, mais je suis mort de rire, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, j'ai placé comme ça. J'ai commencé aussi à investir dans l'or et les métaux précieux. J'ai placé mon argent à chaque fois, je plaçais, tu vois. Et après, il y a eu Business is my religion. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à ce moment-là? Quand est-ce que tu as vraiment commencé sérieusement à développer une activité? Quand est-ce que tu as arrêté le salariat? Et quand est-ce que tu as commencé à développer une activité, on va dire, de formation, de coaching un petit peu plus sérieuse ou intensive? J'ai arrêté, je crois, en 2019, si mes souvenirs sont bons, tu vois. Donc Euh, le plus tard possible, quoi, pour ouais, pouvoir... c'est-à-dire, j'étais déjà indépendant financièrement depuis un moment, mais en fait, j'avais d'autres objectifs. Je Mhm. voulais pas, parce que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'acteurs sur le marché qui parlaient d'immobilier. Je me suis dit, ouais, je veux pas être mélangé aux mecs qui ont acheté un appartement et qui deviennent coach. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je veux que quand on parle avec moi, qu'ils comprennent que je suis pas un bleu. Tu vois, moi, je suis là depuis longtemps. Depuis 2015, Business is my religion existe. Donc, j'ai vu tous les mecs arriver sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et beaucoup disparaître aussi. exactement. Tu vois? Ouais. Donc, Et donc à ce moment-là, 2019, quand tu arrêtes le salariat, tu as combien d'immeubles? Et ça correspond à peu près à combien de cash flow? j'ai à peu près 4 ou Donc 5 le gros de 13 lots que tu as gardé, j'imagine, à ce moment-là. Ouais. Ça me faisait à peu près en moyenne entre 5 000 et 5 500 € de cash flow. Tu vois? Hmm.
Tu vois, ça dépendait des T'as mois. fait des reventes? T'as revendu des trucs? Est-ce que t'as encore l'appartement de Colombe? L'appartement de Colombe, je l'ai encore. J'ai revendu un bien, un seul bien pour l'instant, celui, le tout premier immeuble, parce que je m'étais viandé directement sur la toiture. Plus de 70 000 euros, une erreur à 70 000 euros. J'arrête pas d'en parler parce que ça m'avait vraiment choqué. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, les gars, ils se rendent pas compte que quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, en fait. Ouais, exactement, ouais. Donc, donc ça, celui-là, je l'ai revendu. J'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent, donc tant mieux. Mais Mais sinon, ouais, tout le reste, tu gardes et puis ouais, l'objectif, c'est d'encaisser un maximum de loyer, quoi. ouais, j'ai toujours mes biens. J'ai toujours mes biens, ça tourne. J'ai toujours à gérer. Mais c'est bien goupillé, quoi, tu vois. Hmm. Et donc 2019, à peu près 5 000, 6 000 euros de loyer positif par mois. Tu quittes enfin ton job pour faire quoi du Mhm. coup? En fait, là, j'ai décidé de me mettre pleinement sur Business is my religion et vraiment d'apporter mon expertise à une autre échelle, tu vois. Apporter mon expertise à une autre échelle. Mon objectif, ça a toujours été de travailler avec très peu de personnes, en petit comité, mais faire des choses de qualité haut de gamme, tu vois. Hmm. Toujours voulu me placer dans le haut de gamme, faire des choses vraiment différentes. Et c'est exactement ce que j'ai fait de Business is my religion. Ok. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des coachés que j'ai, mais ce sont des membres. Ce sont des gens qui viennent, qui me disent ah ben, je suis là juste pour un an, et 3 ans plus tard, ils sont là. Là, il y a un mec dans l'équipe qui vient d'attendre son plus d'1 million de patrimoine. Il fait 1,4 million, tu vois. Hmm. Quand il arrivait, il ne savait pas s'il pouvait investir dans un immeuble. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc là, on est sur quelque chose vraiment de différent, haut de gamme. C'était vraiment l'idée que j'avais pour Business is my religion. Et après, transformer ma philosophie en anglais par la suite et faire exactement la même chose. Donc faire de Business is my religion une société worldwide, tu vois. Ok. Tu vois, c'est vraiment ça Donc ça, l'objectif. c'est un objectif, c'est une vision, quoi. Encore à réaliser. Aujourd'hui, c'est principalement en français. Pour l'instant, c'est en français, ouais. Hmm. Euh, mais là, je switch de plus en plus avec des collaborateurs qui parlent anglais. Donc forcément, on tend vers ça. S'ils parlent anglais, ce sera plus simple pour eux de switcher en anglais sur des choses. Donc on est sur ça, quoi. On est Vraiment en apporter, préparation, ouais. voilà, Et ça a été apporter. quoi, du coup, les étapes de lancement et de développement d'un business en infoprenariat? En Qu'est-ce qui a fait, été compliqué? Qu'est-ce qui a bien marché pour toi? et là, je pense que cette partie-là te parlera beaucoup plus. J'ai passé beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que j'ai parlé de Business is my religion, mais avant, j'ai créé d'autres blogs, en fait. J'ai créé un blog qui s'appelait Style d'Accro. J'expliquais aux gens comment s'habiller, être stylé et tout. J'ai créé un blog sur l'alimentation paléolithique. J'avais appelé Santé Paléo à l'époque, qui avait très bien fonctionné. Mais j'ai cumulé beaucoup d'erreurs en fait. À l'époque, sur Hmm. Style Accro, par exemple, le premier blog que j'avais 20 000 visites par jour et je pensais que c'était pas beaucoup, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je disais, putain, j'ai 20 000 visites par jour, mais en fait, c'est que je ne savais pas monétiser. Il y avait plein de Hmm. réponses que je n'avais pas encore. Donc, j'ai appris tout ça. Et c'est à ce moment-là, bah, quand j'ai eu Business is my religion, je me suis dit, je ne reproduis pas les mêmes erreurs. OK? Hmm. Et plus de temps pour bien structurer. Donc au début, quand j'ai fait mes premiers blogs, j'étais en mode, ouais, je dois faire 3 articles par semaine. Parce que bon, ceux qui sont nouveaux dans le game, ils font des vidéos YouTube. En 1 heure, c'est plié. À l'époque, il fallait écrire ton article, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, j'étais en mode 3 articles par semaine. Et après, sur Business is my religion, je me suis dit, OK, l'objectif, c'est de faire un bon article minimum par semaine. Si j'en fais plus, j'en fais plus. C'est pas grave. Hmm. Et j'étais en mode qualité, qualité, qualité. Donc, à chaque fois, j'ai fait ça. Et après, ça a switché. On a commencé à être dans la vidéo YouTube. Là, je fais, ah merde. Là, ça veut dire faut être en vidéo, il faut montrer sa tête. Je me souviens, ma première vidéo YouTube pour Business is my religion, je me dis, écoute, il faut faire ce qu'il y a à faire.
mets ta caméra, j'utilise mon Mac, je mets la webcam, l'image bien Hmm. déco et je fais ma première vidéo, je la balance. Donc pourquoi le nom Business is my religion? C'est justement parce que j'ai investi dans plusieurs choses, tu vois. Et je voulais pas être cantonné en mode c'est un mec qui fait que de l'IMO. Non, c'est le business qui m'anime en fait, tu vois. Hmm. Mais ma spécialité, c'est l'immobilier. Hmm. Donc voilà, j'ai fait ça, je fais une première vidéo, donc on commence à voir d'autres acteurs arriver sur le marché, des gens qui s'inventent des vies, qui disent ah ben moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et tu te rends compte qu'ils n'ont pas ça. Et, et moi je suis en mode ouais mais moi j'ai ce que j'ai, je l'ai vraiment, venez me voir en fait les gars, et les gens ils aiment les spotlights, donc comme ça brille plus à gauche et à droite, bon bah tu vois. Et Tu te après fais, tu te casses un peu les dents justement sur le marketing. Je sais plus si on était en off tout à l'heure quand tu me disais que justement tu avais peut-être pris plus de temps parce que tu ne sais pas vendre du rêve ou tu n'arrives pas à mentir ou tu n'arrives pas à... c'est ça, c'est le marketing en étant off, je pense. En fait, comme je ne sais pas vendre de rêve, je pense que ça m'a beaucoup fait défaut dans le marketing parce que pour moi, tu dois vendre ce que tu fais ou ce que tu as fait. Mais en réalité, tu dois édulcorer un peu ce que tu as fait pour pouvoir mieux vendre. Il Tu y en dois a, ils en édulcorent beaucoup du coup à ce moment-là sur le carrément marché. plus édulcorer, ils inventent quelque chose, tu vois. C'est différent. Donc, du coup, ça, c'est un truc qui m'a fait défaut. Et au début, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et puis, à la fin, ça m'a servi. Parce que bah, j'ai eu des personnes qui venaient me voir, des clients qui venaient me voir en mode, ouais, Xavier, bon, en fait, j'aime bien ton approche parce que tu dis la vérité, tu dis que Mhm. c'est faux et c'est ce qu'on aime chez toi, tu vois. Mhm. Et là, je fais, ah, il y a des gens qui commencent à Ça commence reconnaître. à payer, ouais. Mhm. Ouais. Mais ces personnes-là viennent parce qu'elles se sont déjà cassées la bouche chez les autres. Ailleurs, ouais. Donc, je Mhm. suis toujours en second plan, tu vois. Mhm. Et je pense que le business en ligne a beaucoup évolué. Maintenant, les gens cherchent tout ce qui est un peu plus réel, tu vois. Maintenant, j'essaie de vendre un petit peu plus de rêve aussi parce que je sais ce que j'ai fait derrière et je Tu as peux appris à marketer mieux, à avoir peut-être plus confiance dans cette capacité à marketer, quoi. exactement, tu Mhm. vois. Et voilà, quoi, c'est un petit peu ça l'idée. Auteur de deux bouquins, du coup, un bouquin sur les KV parking, un bouquin sur l'immeuble de rapport. Pourquoi écrire un livre? Qu'est-ce que ça t'a fait? À quel point ça a été galère? Et à quel point aujourd'hui ça te sert? Et est-ce que tu penses que c'est un bon conseil? Alors, tu sais, j'ai écrit mon premier bouquin, KV Parking, je l'ai écrit. Oh, il y euh, a un moment maintenant. ouais, ouais, je crois qu'en 2016, je sais pas si je l'avais déjà écrit. Mais bon, quoi qu'il arrive, Possible. ouais, ça fait un petit moment. Et en fait, ce bouquin-là, je l'ai écrit parce qu'on m'a toujours dit, ouais, c'est pas possible, écrire un livre, c'est pour. Voilà. J'ai écrit un livre fin. Mais mon premier bouquin, le premier jet que j'ai fait, quand je l'ai envoyé en correction, on m'a dit, ouais, mais Xavier, tu peux pas sortir ça. Je dis, pourquoi? Mais, mais ça n'a ni queue ni tête. En fait, pour la petite histoire, j'écrivais mon livre au boulot. J'étais au boulot et j'écrivais mon livre dès que j'avais 15 minutes. Dès que je me dépêchais pour finir mes tâches et j'écrivais deux, trois phrases. Donc, sauf comme je n'étais pas concentré, bah, des fois, il y avait beaucoup de répétitions. Je disais 10 fois Hmm. la même chose, tu vois. Et du coup, ce livre-là, j'ai pris quasiment 9 mois pour pouvoir l'écrire. Truc de ouf. Donc, quand je l'ai écrit, bah, déjà, j'ai eu une satisfaction personnelle. Là, je me suis dit vraiment, vraiment, tout est possible. Si j'ai écrit un livre, à l'époque où tous mes professeurs me disaient ouais, que j'étais nul, les gars allaient lire mon livre. Tu vois? Donc, ça a ouvert le champ des possibles. Hmm. Et j'ai senti aussi que ben, ça apportait de la valeur, en fait, ce que je disais. C'était des conseils simples et efficaces. Et j'ai changé la vie des gens avec ça, tu vois. J'ai un témoignage, à chaque fois que je regarde ce témoignage, ça me donne la chair de poule. C'est un mec qui s'appelle Sarakis, qui est tétraplégique. Il m'a dit, tu as changé ma vie. Parce que je pensais, l'immobilier n'était pas accessible pour moi, puisque comme je suis en chaise roulante, je ne peux pas monter aux étages ou ce genre de choses. Donc, du coup, bah, les places de parking, c'est vraiment un truc qui était adapté pour moi. Du coup, il a investi, il a acheté plus d'une dizaine de lots.
Ils m'ont envoyé des photos de famille et tout. Les mecs qui m'ont envoyé des cadeaux. Je me dis, waouh, avec un bouquin. Tu sais, un truc, ça coûte 20 balles, quoi, tu vois. Hmm. Et là, ça a créé d'autres choses chez moi encore, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, je vais écrire un deuxième bouquin qui sera axé sur les immeubles de rapport et un bout de mon histoire pour que les gens comprennent bien qu'ils peuvent tous le faire. Et là, dans la façon dont j'ai rédigé le livre, je l'ai rédigé de la même façon dont je parle, tu vois. Je suis pas allé chercher des mots à la Molière pour complexifier le truc. L'immobilier est déjà suffisamment complexe, tu vois. Donc des fois, je dis ce qu'il y a dans ma tête, je m'insulte moi-même, mais je l'écris dans le livre. J'ai Hmm. vraiment tout écrit, tu vois. Et là aussi, ça a changé beaucoup de vie. Il y a plein de gens qui ont investi grâce à ça, qui ont utilisé des techniques qui sont dans le livre, tu vois. Donc, je pense que ça m'a tout simplement aussi donné de l'autorité dans mon domaine, clairement. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des bouquins, qui en ont écrit deux, on en a beaucoup moins. Euh, et c'est des bouquins pertinents, quoi. C'est surtout ça. Hmm. Ouais, c'était important de faire encore une fois de la qualité et puis de pouvoir se positionner derrière, quoi. Voilà. Et pour le deuxième bouquin, pour la petite histoire, en 15 jours, je l'ai écrit, quoi. Ouais, beaucoup plus rapide pour le Ouais. coup. Voilà. Hmm. Il y Donc, voilà. a une phrase que j'ai notée d'une de tes interviews où tu dis que la première fois que tu as voulu acheter justement un immeuble de rapport, le premier, tu Mhm. dis là, j'ai compris que c'était un problème de mindset et pas vraiment un problème d'argent. C'est ça. C'est ça, parce que pendant longtemps, j'étais en train de me dire, ouais, en fait, ça, c'est pas fait pour moi. Les immeubles, j'y pensais pas vraiment. Mais je t'ai dit, j'ai regardé les immeubles vraiment par hasard. C'est vraiment en mode, soyons fous. Hmm. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, en fait, mec, c'est toi qui te mets des barrières. Il y a personne qui te met. Ok, si ça passe pas là, regarde comment ça peut passer. Effectivement, j'aurais pu être en mesure d'acheter à Paris, puisqu'on parle en termes de millions, même si ma banquière, elle est bien gentille, bon, elle ne m'aurait pas financé un immeuble à 1,5 million. C'est sûr que non, ce ne serait pas passé, tu vois. Mais du coup, le fait d'avoir repensé différemment, le fait de m'être éloigné, de penser différemment, j'ai dit, ouais, en fait, j'ai un gros problème de mindset. Il faut que je règle ça rapidement. Et tu penses que beaucoup de gens, quand ils démarrent, ils pensent qu'ils ont des problèmes d'argent, justement, alors que le problème, il est ailleurs? La plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont un problème d'argent. Il y a des gens qui me sollicitent aujourd'hui, qui me disent, ouais, j'ai 100 000 euros de côté, j'ai pas assez pour investir, est-ce que tu peux me donner des conseils? Dans ma tête, je me dis, mais les gens, ils se foutent de moi, ou quoi. Le mec, il a 100 000 euros sur un compte, il me dit qu'il n'a pas assez pour investir. Je lui dis, mais tu veux acheter quoi, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et les gens n'ont tout simplement pas compris que l'immobilier, c'est que tu soulèves de la dette, tu t'enrichis par la dette. Et quand les gens vont comprendre ça, ils vont se dire, ah, peut-être qu'il me faudra un peu d'immobilier. Ouais, puisque je, je- on me prête de l'argent que je n'ai pas et c'est remboursé par quelqu'un qui travaille pour moi, entre guillemets. Hmm. J'ai rien à faire à part un peu d'humain, oui, mais il n'y a jamais rien sans rien. Avant de revenir du coup à cet American Dream et à la réalisation de cet objectif, de ce rêve de venir vivre à Miami, Mhm. euh, une question fondamentale dans l'immobilier, louer sa résidence principale ou l'acheter? Tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Est-ce que Père riche, Père pauvre avait raison? Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut louer? Je pense que il ne faut pas avoir d'émotion sur sa résidence principale. Je m'explique. Hmm. À partir du moment où on n'a pas d'émotion dessus, qu'on la loue, qu'on l'achète, on doit être capable de changer le cours des choses. En gros, si tu as acheté ta résidence principale et qu'on te dit, bah écoute, ton taux d'endettement est trop élevé, tu dois être capable de dire, ok, bah, je la mets en location ou je la vends. That's it. Il Tu faut que vois, tu prennes la bonne décision financière en fait, peu importe. c'est ça. Tu peux très bien acheter ta résidence principale et voir plus bas, en fait. Tant que ça ne t'empêche pas d'investir, ça fonctionne. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Il faut juste que ça fonctionne. Il n'y a pas de, c'est pas blanc ou noir, en fait. C'est blanc cassé, peut-être. Tu vois, tu vas chercher, Et donc, c'est pas forcément un passif, une résidence principale pour toi? Pour moi, je ne le vois pas vraiment comme un passif parce que
Aujourd'hui, comme je dis, tu, tu- tu fais l'acquisition, tu soulèves de la dette avec de l'argent que tu n'as pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je ne le vois pas comme un passif, c'est de l'argent que tu n'as pas. Tu achètes une résidence principale, disons 500 000 euros, les 500 000 euros, tu ne les as pas sur ton compte en banque. Par contre, tu les rembourses tous les mois. Sauf qu'on sait tous que l'argent qui dort en banque, l'inflation, le taux d'inflation, il est à 4% en France, bah, tu perds 4% tous les ans. Par contre, le fait de rembourser la banque fait que ça a plus de sens et ton investissement prend de la valeur. Ouais, donc dans tous les cas, tu gagnes quand même, même avec ta Ouais, résidence principale. bien sûr. Tu as dit un truc intéressant. Tu dis, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie. Par contre, vous devez être libre financièrement. Tu penses Ouais. qu'aujourd'hui, ça devrait être l'objectif numéro un de tout le monde? Oui, oui, parce que tu sais, le Covid nous a montré une chose. Il n'y a rien de sûr. Mhm. Il n'y a rien de sûr. Et j'ai vu trop de personnes après le Covid venir me voir et me dire, ouais, maintenant je veux investir parce que j'ai perdu mon emploi. Frérot, c'est trop tard. C'est Il quand tu avais fallait... ton emploi qu'il fallait investir. Là, tu viens me voir quand tout est cassé. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Non, tu vois. Donc, non, quand on est libre financièrement, on a le choix en fait. Avoir de l'argent, le luxe, c'est d'avoir le choix. Tu peux très bien avoir ton emploi et ça, on est OK, tu vois. Si tout le monde n'aspire pas à devenir entrepreneur ou avoir une carrière d'investisseur immobilier de malade, mais par contre, pour moi, tout le monde doit être libre financièrement parce que tu ne dépends de personne. Et s'il y a un truc qui se passe mal, tu n'as pas la pression. C'est pour cette raison qu'après le Covid, on a eu beaucoup de suicides aussi, des gens qui ont perdu leur emploi. Si ces personnes étaient libres financièrement, elles auraient dit, bon, allez, c'est pas grave, je peux circuler, je vais trouver un autre job. Et quand Avoir tu le mises... choix, c'est ça qui a motivé tes actions à toi? Pouvoir avoir le Exact- choix et pas subir? Exactement, c'est ça, j'aime avoir le choix, en fait. Tu vois, tu arrives quelque part, tu veux manger un truc, tu manges, tu n'es pas en train de te dire, ah, est-ce que ça va passer? Ça m'est trop arrivé, trop de fois, je mets la carte bleue, et là, je fais ça, je serre les fesses, et là, je me dis, c'est passé, c'est pas passé, c'est passé. Et on me dit, ah non, c'est pas passé. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai connu ça, et ça, quand c'est comme ça, c'est que tu n'as pas le choix. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Donc, le choix, c'est d'arriver quelque part, ben, comme quand on est parti au restaurant où tu as fait la réflexion. Oh mon Dieu. On est allé manger du coup avec Xavier et Alex. Et on va dans un bon resto, très sympa, un petit italien, etc. Et donc, ils avaient de la truffe fraîche. Et donc je sais plus pour combien on en a eu, mais je sais qu'on a bouffé 200 balles de truffe, quoi. Ouais, à chaque fois qu'il rappelle un truc, je sais que mais si t'es pas libre, si t'es pas aligné avec ça, la truc, tu veux pas, en fait. Tu vois, tu Non, non, madame, un tout petit peu. Ah, attention, aïe, aïe. vois, Rappelez moins fort, madame, s'il vous plaît, là. Ah, exactement. Et le but, putain. c'est justement pas de faire ça, de dire, écoute, râpe la truffe, stop. Tu Râpe vois, la truffe et quand c'est bien, t'arrêtes. ouais, c'est tout. 200 balles de truffe. Merde, c'était bon quand même. C'était bon. Donc voilà, c'est ça. Et justement, du coup, ça te fait quoi aujourd'hui de payer 3 fois ton loyer à Pantin pour un appartement magnifique à Miami? C'est quoi la relation à l'argent? Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Parce que mine de rien, tu restes quand même quelqu'un justement euh, où l'intelligence financière passe avant tout. Tu fais attention à tes dépenses, tu calcules tes trucs. Ça reste une règle, une ligne directrice aujourd'hui dans ta vie, dans tes investissements, dans ton management. Mais bon, ton loyer, c'est 3 fois ton salaire d'avant quand même. Ouais. Euh, comment est-ce que tu te vois aujourd'hui en regardant un peu dans le rétro? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir réussi à atteindre cet objectif, ce rêve, de pouvoir, ne serait-ce que de te payer en fait? Je veux dire, moi, quand vous m'avez donné vos loyers, là, entre Alex qui paye, je sais plus, 4 500 balles, toi qui payais 3 000 à l'époque, puis qu'elle est passée dans un loyer à 4 000, j'étais là en mode, ça n'a aucun sens, les loyers à Miami. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai. C'est vrai, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, et je pense à Alex aussi, je pense qu'on a les pieds sur terre. C'est-à-dire, effectivement, on a des loyers qui sont élevés, mais ça fait partie, je pense, des objectifs
de De vivre, vie plus qu'autre chose, là, ouais. tu vois. C'est un endroit, en tout cas, où moi, je me sens bien. Et quand tu te sens bien, bah, tu as juste un problème en moins, en fait. Hmm. Tu as d'autres problèmes à gérer. Et il y a un de mes mentors qui disait un truc, la plupart des gourous, entre guillemets, disent économie sur ton café, économie sur ça, pour faire du cash. Mais en fait, bien sûr qu'il faut faire attention à ses finances parce que ça fait partie du jeu. Mais en fait, le but, c'est pas d'économiser, c'est comment scaler et gagner plus. Hmm. Tu vois? Et à partir du moment où tu as la méthodologie pour gagner plus et scaler, ben, l'argent, c'est pas un problème. Tu vois? Mais il y aura d'autres problèmes à gérer. C'est Il y tout. aura d'autres choses, il y aura d'autres choses sur le chemin. Et alors, du coup, ça fait quoi d'avoir réalisé cet American Dream et d'avoir pu t'expatrier aux États-Unis? C'est hyper compliqué, c'est très administratif, ça coûte Bien beaucoup sûr. d'argent. Bien sûr. Euh, Pourquoi? Comment tu te sens? Ok, bah, honnêtement, pour l'instant, je pense que j'ai toujours pas vraiment réalisé que je l'ai fait. Tu Hmm. vois? Je suis très prudent encore avec ça. C'est-à-dire, je suis dedans et ça m'arrive encore des fois de prendre la voiture et de me dire, eh, mec, t'es quand même à Miami, mec, tu vois? Ça Hmm. m'arrive encore, tu vois? C'est-à-dire que je travaille, je continue à travailler dur sur mes différents projets, sur différentes choses, pour justement rendre ça chaque jour de plus en plus réel, en fait. Hmm. Tu vois? C'est à chaque fois que j'accomplis une grosse action, que ce soit dans le business ou dans le fait d'aider quelqu'un, je me dis, OK, ça devient encore plus réel. Donc, je suis là, je suis vraiment content d'être là. Je suis rempli de gratitude quand je vois les choses qui se font. Je me dis, ah ouais, putain, les États-Unis, c'est quelque chose. Quand je vois le service, il y a des codes que je n'ai pas, en fait, qu'on n'a pas en France, tu vois. Et Bien quand je sûr. les vois là, je dis, mais les Américains, ils sont sur une autre planète, clairement. Tu vois. Hmm. Et parfois, il y a des trucs qu'ils font qui sont tellement, ils sont tellement en retard sur des trucs comme les forfaits téléphoniques. Je me dis, ouais, les gars, on a un problème, tu vois. Donc, pour moi, ça reste juste incroyable. Si je te dis pas que à chaque fois que je me réveille, je suis pas rempli de gratitude, c'est que je suis un gros mytho. Je suis super content. Quand je prends mon café, je vais contempler ma vue et, euh, et j'ai de l'énergie pour repartir. En fait, ça C'est un rêve m'anime. de gosse. C'est un rêve de gosse Ouais, que tu as c'est un rêve de réalisé. gosse. Ouais, c'est un rêve de gosse, clairement. Tu vois. Là, j'ai juste pas encore pu prendre rendez-vous avec Jay-Z, mais je pense que c'est une question d'année, tu vois. La Porsche 911, elle va arriver bientôt. Ben, ouais, la Porsche 911 va arriver bientôt. Je pense qu'elle devra arriver normalement un petit peu. Normalement, je m'étais dit que j'allais l'acheter l'année dernière, mais je pense que c'est pas le smart move tout de suite, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous, businessment parlant, surtout en ce moment. Donc, pour moi, une voiture reste quand même un passif. Donc, j'ai encore. Et c'est là où je sais que j'ai les pieds sur terre. C'est-à-dire que. Oui, parce que ça fait longtemps que tu aurais pu l'acheter et tu préfères continuer à investir ton cash, quoi. Exactement. Mais il y a le fait de pouvoir et savoir si c'est le bon moment de le faire. Hmm. Je pense que pour moi, c'est pas le bon moment tout de suite. Donc, on fait l'argent travailler au max. Eh ben top. Qu'est-ce qui a changé entre le Xavier qui prend son premier job et qui a laissé ses rêves de côté parce qu'il est frustré, au Mhm. Xavier qui vit sa meilleure vie à Miami avec son petit café à Brickell en regardant la vue? Je pense que ce qui a changé, c'est le fait de me rendre compte que tout est possible. Tu Et de le vois, vivre, de l'intérioriser, quoi. exactement. Tu vois, il y a une valeur que je transmets à mes équipes. Je leur dis tout le temps, ne me dites pas que c'est pas possible. Ça, ce mot-là, il est banni, on n'a pas le droit de le dire. Hmm. Tu vois, quand tu viens me voir, viens avec une solution. Viens pas me voir avec un problème. Viens me voir avec le problème et la solution qui va avec. Et on voit si ça va. Tu vois, mais pas possible, non. Et, et encore plus maintenant, pour moi, tout est possible puisqu'on a un mec qui est fou qui s'appelle Elon Musk, un mec qui fait des fusées aller sur Mars ou je ne sais où. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne me dis pas que c'est pas possible.
Tout est possible. Maintenant, comment on le fait? Comment on Hmm. décortique? Donc, je pense que voilà, je pense que j'avais peut-être des croyances limitantes. C'est pas peut-être, j'en suis sûr, j'avais des croyances limitantes. Et plusieurs fois, je me suis rendu compte que je pensais que c'était pas fait pour moi, pas encore fait pour moi, notamment au début avec le premier immeuble. Ah, c'est peut-être pas pour moi. Et en fait, c'est une histoire de mindset. À partir du moment où tu t'es dit, je vais le faire, et que tu es décidé à le faire, tu vas y arriver. Peu importe le nombre de temps, mais tu vas y arriver. Tu rates 2 fois ton bac, tu vis aujourd'hui la vie du top 2%, 1% du monde entier. Ouais. C'est quoi la corrélation? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gosses qui, dans le système scolaire, ils sont en échec aussi et ils ratent peut-être leur bac ou 2 fois leur bac et ils se disent que qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Ils vont faire un job de merde et ils vont finir à gagner un SMIC, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut qu'ils retiennent une chose, il y a l'école, ok, mais l'école ne définit pas qui vous êtes. Je pense que c'est la chose la plus importante à noter. L'école, c'est une feuille de papier, un stylo, et tu craches ton savoir. Tu peux être le meilleur, le plus grand diplômé, mais si tu n'as pas d'expérience, il n'y a personne qui va t'embaucher. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc déjà, c'est la première faille de l'école. Donc la chose à retenir, c'est s'il y a un truc que vous aimez et que ça peut vous rapporter gros, concentrez-vous dessus. Allez à l'école parce qu'il y a des choses quand même à apprendre, hein, puisque la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, bah, on le fait parce qu'on a appris certaines choses à l'école, notamment le fait de compter, de s'exprimer, de savoir rédiger un texte. Oui, mais après, concentrez-vous sur les skills qui vont vous donner de grandes compétences. Mais Enzo, qu'est-ce que tu veux que je dise aux jeunes aujourd'hui? Ils prennent un FT, ils font 1 million, ils sont pas dans la même réalité que nous aujourd'hui. Tu vois ce que je veux C'est dire? une autre réalité, ouais. Le mec, il a fait son JPEG, il a mis un projet derrière, il a fait 1 million. Merci, au revoir. Ça te fait peur, ça, de cette génération qui arrive justement avec des codes différents, avec des façons de fonctionner différentes? Non, du tout. Au contraire, j'apprécie, j'essaie juste de coller. Je colle. Je colle à chaque fois, tu vois. S'il y a des NFT, bah, t'inquiète, je suis dedans. S'il y a de la Hmm. crypto, t'inquiète, je suis dedans. Je colle. Je veux pas que le Ok, train parte sans moi. C'est tout. ok. C'est quoi la réussite pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu définis la réussite? La réussite, pour moi, c'est le fait d'avoir le choix. Quand tu as le choix, tu as réussi. C'est tout. Ok, ça peut être Euh, tout simple, hein. Le choix d'aller travailler ou de ne pas y aller. Tu as hmm. réussi, mec. Le Le choix de choix, pouvoir aller au restaurant ou de pas y aller, quoi. Le choix. Le choix. exactement. Dès que tu as Hmm. le choix, c'est que tu as réussi. Ok? Je je pense que c'est une très belle conclusion pour notre échange. Merci beaucoup, Xavier. Vous retrouvez bien évidemment tous les liens pour découvrir le travail de Xavier et notamment eh bien, ces 2 bouquins à lire, à relire et surtout à mettre en pratique. Peu importe ce que vous faites dans la vie, les amis, retenez bien ça. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais devenez libre financièrement. Xavier, pour clôturer cette entrevue, 2 petites questions pour toi. Est-ce que Mhm. l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'on le devient. Je pense qu'on devient entrepreneur et je me rends compte de ça encore aujourd'hui. J'apprends beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Hmm. On n'est pas avec les compétences de comment customiser un tunnel de vente. Non, on devient entrepreneur. Et c'est quoi ta définition d'une tribu? Ma définition d'une tribu, c'est une armée solide qui bouge pas. Ça me plaît ça. La tribu, les amis, votre armée solide qui ne bouge pas. C'est dispo dans les commentaires juste en dessous, bien évidemment, le premier lien dans la description. Justement, je pense que ça serait super intéressant, Xavier, que tu viennes dans la tribu et que tu nous partages eh bien, tous les beaux conseils pour pouvoir atteindre, créer et développer cet état d'esprit et les actions pratiques pour créer une liberté financière. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera avec une belle aide d'honneur. Et puis les livres, comme je l'ai dit, les livres, les livres. Je pense que le meilleur moyen pour commencer à découvrir le travail de Xavier, ce sont ses bouquins. Ils sont dispo dans la description juste en dessous.
Et merci beaucoup Xavier d'être passé nous voir, d'être passé partager avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à toi Enzo, ça fait plaisir d'avoir partagé tout ça avec toi, comme d'habitude. Hein. J'ai vu aussi tes débuts et ça fait plaisir de voir aussi tout ce chemin, tu vois. On n'en parle peut-être pas assez, mais les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais ce qui fait que tu es là aujourd'hui, c'est ta persévérance, c'est rien d'autre. Ben, merci, ça fait plaisir frérot. Et effectivement, j'aime cette vision de par la porte ou par la fenêtre, on finira par rentrer. C'est Voilà, ça, c'est ça, tranquillement. On exactement. s'installe, on prend son temps et on essaie de faire les choses bien. Merci beaucoup, Xavier Prétérit, les amis. Les bouquins dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine interview d'entrepreneurs, de gens qui créent l'impossible dans leur vie. Le travail de Xavier en description juste en dessous. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Ciao. Xavier. Ciao, ciao. Voilà les amis, j'espère que l'interview avec Xavier vous a plu. J'ai vraiment adoré sa vision, ses punchlines, ses histoires. Et j'espère que ça vous a à votre tour motivé, inspiré à passer à l'action. Vous pouvez retrouver bien évidemment les livres de Xavier dans la description juste en dessous. Et si vous ne faites pas encore partie de la tribu, rejoignez notre club d'entrepreneurs. C'est vraiment le produit incroyable qu'on a créé qui nous permet de changer des vies au quotidien. Si vous en avez marre de vous sentir seul dans le développement de votre activité, si vous voulez vous former et apprendre les dernières techniques et méthodes et stratégies pour faire du business sur Internet, c'est l'endroit dans lequel vous devez participer, partager et faire partie de notre grande famille. Ça se passe juste en dessous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao tout le monde.